Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition juridique. Décryptage du Parlement français. Nous reprenons notre série de chroniques consacrées à l'analyse d'institutions et d'entités juridiques fondamentales. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une institution située au cœur du pouvoir législatif. Si ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale. Vous ne voulez pas ce débat. Il vous fait peur. Nous avons ici menaces, insultes, rappel au règlement, un débat indigne. Et vous devriez vous calmer. Vous avez 8 secondes. Il a 8 secondes. À vous entendre, l'appressement. En fait, vous ne croyez pas un mot à ce que vous dites parce que vous êtes tiraillés entre lucidité et loyauté. Vous vous mentez même mutuellement avec le président de la République. C'est pathétique. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Je rappelle que je vais suspendre la séance, mais je rappelle à tous que c'est moi qui préside la séance. Et moi seul. Qui ne respecte pas le Parlement? Qui ne respecte pas les parlementaires? Qui ne respecte pas l'opposition? Qui veut paralyser nos institutions? C'est vous! Vous l'avez compris, il s'agit du Parlement français. Ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est qu'en France, le Parlement est composé de 2 chambres. Il est bicaméral. Bi qui signifie 2, et caméral, mot issu du latin qui se traduit par le terme de chambre. Il s'agit d'un bicaméralisme inégalitaire dans le sens où en cas de désaccord sur un texte législatif entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc quel est le nom des chambres présentes au sein de ce Parlement? Alors dans le premier enregistrement, vous l'avez entendu, il y a eu le terme d'Assemblée nationale qui est ressorti. Et oui, effectivement, il y a d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre côté le Sénat. Où se situent ces institutions? Eh bien, elles sont présentes au sein de la capitale de la France, à Paris, au Palais Bourbon pour l'Assemblée nationale et au Palais du Luxembourg pour le Sénat. Qui siège au sein de ces institutions? Au sein de l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui siègent, alors qu'au Sénat, ce sont bien entendu les sénateurs. Quel est le nombre de parlementaires? Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a actuellement 577 députés, alors qu'au Sénat siègent 348 sénateurs. La durée de leur mandat maintenant. Eh bien, les députés sont élus pour une durée de 5 ans, alors que pour les sénateurs, leur mandat dure exactement 6 ans. Quel est le mode de scrutin? Il s'agit d'élections qui sont organisées afin de désigner les députés et les sénateurs, mais ces élections sont en partie différentes. Car en effet, le mode de scrutin pour l'élection des députés, c'est un suffrage universel direct. Alors que pour les sénateurs, il s'agit du suffrage universel indirect. Nous allons revenir sur ces points. Donc d'un côté, il y a l'élection des députés, via les élections législatives, et de l'autre, l'élection des sénateurs via les élections sénatoriales. Alors qui peut élire les députés et les sénateurs? En ce qui concerne les élections législatives, ce sont les personnes de nationalité française, âgées de plus de 18 ans, qui jouissent de leurs droits civils et politiques et qui sont inscrites sur les listes électorales. Ces individus pourront voter afin de désigner leurs futurs députés, dont vous, moi, nous allons au sein de bureaux de vote, lors des élections législatives, afin d'élire notre député. Pour les sénatoriales, c'est un autre système. Ce ne sont pas les citoyennes françaises et les citoyens français qui sont appelés à voter, mais c'est un collège électoral qui va élire les sénateurs. Ce collège électoral est composé principalement de parlementaires, de conseillers régionaux, départementaux, etc. Quel est le rôle du Parlement? Eh oui, c'est une question importante de connaître le rôle du Parlement français. Il y a un article de la Constitution française, modifié durant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui nous explicite clairement les attributions du Parlement français. C'est l'article 24 de la Constitution qui dispose que le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Nous allons revenir sur chacun de ces éléments. Vous l'avez compris, le Parlement dispose de plusieurs attributions. Premièrement, il élabore et vote la loi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parlementaires peuvent être à l'origine d'un texte législatif, on parle alors de proposition de loi.
mais dans la plupart des cas, c'est le gouvernement qui sollicite les députés et sénateurs afin qu'ils votent un texte législatif dont le gouvernement est à l'initiative. Nous parlons alors de projet de loi. Les parlementaires peuvent modifier une partie du texte qui leur est soumis grâce à quoi d'après vous ? Eh bien, c'est leur droit d'amendement. Le vote de la loi par les députés et sénateurs a pour signification que ce texte a été approuvé par les représentants de la nation. La loi revêt en définitive une force symbolique forte. Deuxième point, le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Il ne vous a pas échappé que tous les mardis, mercredis après-midi est retransmis à la télévision française la séance de questions au gouvernement se déroulant au sein du Parlement. Vous avez le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État qui s'expriment face aux députés et sénateurs. Il peut y avoir d'ailleurs des débats houleux en l'espèce. Monsieur le ministre, vous n'avez pas à prendre la parole ici. Ou alors vous la demandez au président. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions. Vous êtes là à la disposition de l'Assemblée. Il y a quelques-uns qui se sont réveillés là, après le dîner, c'est bien. Non, ça suffit. Ne soyez pas de parti pris, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Pas de parti pris. Monsieur Carvounas. On avait l'habitude. Je n'ai pas le sentiment que ce soit une accusation qui porte. Les uns les autres. Certains parmi vous ont déclaré la République c'est moi. Eh ben moi je vous dis que la République c'est nous et vous vous êtes rien. Je ne peux pas accepter, et le groupe Les Républicains ne peut pas accepter les propos inqualifiables du rapporteur qui, ce soir, s'adresse à des collègues qui sont députés, des élus de la nation, qui ont leur légitimité. On pense ce que l'on veut sur ces bancs ici. Bien évidemment, c'est la grandeur de la démocratie. Mais on ne s'adresse pas à une partie de l'hémicycle, à des collègues en disant vous n'êtes rien. Ce n'est pas qualifiable, ce n'est pas digne. Donc reprenez-vous, si vous perdez vos nerfs après 3 semaines d'absence, allez vous coucher, ça fera du bien à tout le monde ici. Le Parlement peut surveiller l'action du gouvernement en usant de sa faculté de donner la parole à ce dernier afin qu'il apporte des précisions sur une déclaration de politique générale ou sur une question d'actualité. Les parlementaires peuvent poser des questions écrites ou orales aux ministres. Le gouvernement se doit d'informer le Parlement des interventions des forces armées, à l'étranger également. Chaque assemblée peut décider de la création de commissions d'enquête chargées de recueillir des informations sur des faits déterminés. Elles font souvent suite à des scandales d'État. Nous pouvons citer la commission d'enquête liée à l'affaire Cahuzac ou encore celle consacrée à l'affaire Benalla. Nous auditionnons ce matin Monsieur Benalla. Monsieur Benalla, j'en viens maintenant à ce moment solennel qui est la prestation de serment précédée de l'énoncé des peines encourues. Nous l'avons fait pour les 22 personnes qui se sont succédées pour une audition. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Au sein de ces commissions d'enquête, vous l'avez compris, les personnes qui sont auditionnées doivent prêter serment. Le Parlement peut également voter la prolongation de l'état d'urgence, de siège, etc. En définitive, cette institution qu'est le Parlement constitue un lieu solennel et démocratique d'expression des représentants de la nation et des différents partis politiques présents à leur sein par l'intermédiaire des groupes politiques. En particulier, l'Assemblée nationale et le Sénat sont les lieux naturels pour l'opposition afin de contester la politique décidée par la majorité. De même, ce sont des lieux où le gouvernement peut discuter et négocier avec sa majorité parlementaire. Comment fonctionne le Parlement maintenant ? Le Parlement, fonctionne sous forme de session. La séance est ouverte. Il existe 3 types de sessions. La session ordinaire, la session extraordinaire et la session spéciale. Nous revenons très rapidement sur chacune d'entre elles. Tout d'abord, la session ordinaire débute le premier jour ouvrable d'octobre et s'achève le dernier jour ouvrable de juin. C'est en quelque sorte la session classique du Parlement. La session extraordinaire, cette fois-ci, débute à la suite d'un décret de convocation sur un ordre du jour précis, pris par le président de la République en Conseil des ministres, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale.
Enfin, la session spéciale, elle a lieu de plein droit lorsque l'article 16 est en vigueur, ou après l'élection des députés au sein de l'Assemblée nationale, intervenue suite à une dissolution, entre autres. C'est à l'occasion de ces sessions que les parlementaires peuvent prendre la parole, ce qui peut donner lieu à des échanges pas toujours bon enfant. Le maintenir. Mon cher collègue, au lieu d'aboyer comme un guignol, prenez le micro si vous avez quelque chose à dire. Vous êtes là-haut à aboyer, vous êtes incapable d'aligner 2 mots à un micro. Allez au micro. À un certain moment, on a pris conscience que pour répondre aux besoins, il fallait rentrer dans un syndicat intercommunal. On l'a fait parce qu'on a voulu le faire. Mais de quel droit vous allez imposer aux maires de la France de leur dire que vous n'êtes pas intelligent, vous n'aurez pas l'opportunité. Ce n'est pas vous qui êtes capable de le faire. Vous méprisez les maires, vous les insultez parce que vous n'avez pas la connaissance du terrain. Vous êtes des intestins silencieux. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas capable d'avoir une liberté de penser. Merci. Monsieur le garde me demande de savoir si vous avez bien inscrit. Abordons maintenant la question de l'organisation du Parlement. Eh bien, le Parlement est organisé autour de groupes politiques, qui regroupent les membres d'un même parti politique. Le nombre requis pour former un groupe politique est déterminé par le règlement intérieur de chaque assemblée. Environ une vingtaine de membres en moyenne. Certains partis politiques d'ailleurs ne peuvent en définitive constituer un groupe politique. C'est le cas actuellement de quel parti politique d'après vous ? Eh bien, il s'agit du Rassemblement national, qui ne dispose que de 8 députés et qui ne peut donc pas constituer un groupe politique. Ça, c'est une question qui est extrêmement importante en matière de représentativité. Maintenant, les techniques de rationalisation du parlementarisme. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de rationalisation du parlementarisme ? Eh bien, celle-ci se définit comme un ensemble de mécanismes constitutionnels destinés à assurer la stabilité de l'exécutif, ou du pouvoir exécutif. À cette fin, ces techniques de rationalisation du parlementarisme, en gros c'est l'affaiblissement du Parlement, elles tendent à accroître les prérogatives de l'exécutif et encadrer l'action du Parlement. En cas de difficulté pour adopter un texte législatif, le gouvernement peut recourir à 2 techniques juridiques spécifiques afin de contrecarrer la puissance du Parlement. Parce que oui, sous la Ve République, nous avons un pouvoir exécutif qui est fort face à un pouvoir législatif, représenté par le Parlement entre autres, qui est faible, pour faire simple bien entendu. Il y a donc 2 techniques pour contrecarrer la puissance du Parlement afin que l'exécutif dispose du dernier mot en quelque sorte. Il y a le vote bloqué, qui oblige une assemblée à se prononcer non pas article par article, mais par un vote unique sur l'ensemble ou une partie du texte. C'est l'article 44 alinéa 3 de la Constitution pour être exact, qui prévoit cette procédure, destinée notamment à éviter que le texte initial du gouvernement ne soit dénaturé par un trop grand nombre d'amendements. Elle vise tout particulièrement une majorité parlementaire récalcitrante en la plaçant devant l'alternative du tout au rien. Ensuite, il y a un article qui est beaucoup plus connu, c'est l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cet article permet au gouvernement d'imposer l'adoption d'un texte par l'Assemblée immédiatement et sans vote. Ce à quoi l'Assemblée ne peut s'opposer qu'en renversant le gouvernement par une motion de censure. C'est l'une des dispositions les plus connues de la Constitution, souvent citée par les médias abusivement sous le vocable l'article 49.3, le 49.3. L'utilisation donc du 49.3, déjà, est-ce que c'est une surprise ? Alors, juste petite précision, on ne dit pas le 49.3, mais l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et cet alinéa, il illustre une volonté de renverser les rapports entre gouvernement et parlement au profit du premier. Le pouvoir dit exécutif souhaite être le moins possible subordonné au pouvoir législatif et a la possibilité de disposer justement de cette capacité de faire adopter les lois nécessaires à sa politique malgré une opposition du Parlement. L'ex-premier ministre du président Emmanuel Macron, monsieur Édouard Philippe, a également utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution concernant le projet de loi instituant un système universel de retraite. Souvenez-vous. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Avec cette utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement met une pression sur les députés et leur dit, voilà, soit vous votez cette loi, ou soit vous devez renverser le gouvernement, et très vraisemblablement, en renversant le gouvernement, il y a de nouvelles élections législatives qui sont imposées.
Du coup, les parlementaires ont peur, et notamment les députés, de perdre leur siège, et ils préfèrent voter une loi même s'ils sont en désaccord avec celle-ci, plutôt que de perdre leur mandat. Nous en venons maintenant aux avantages des élus des parlementaires. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité. Mais combien coûtent concrètement nos élus? C'est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène. Je peux vous donner justement tous ces avantages dont disposent nos parlementaires. Nous allons prendre le cas des députés. Un député touche 7142 € bruts par mois, soit environ 5400 € net mensuels. À cela s'ajoute une enveloppe de 5800 € pour payer ses frais de mandat. Ces frais d'ailleurs doivent désormais être justifiés, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Un député dispose d'une enveloppe parlementaire pour rémunérer ses assistants, ses collaborateurs parlementaires, d'un montant de 9561 € par mois. L'affaire Fillon a d'ailleurs mis en avant ce statut d'attaché parlementaire, etc. Depuis cette affaire, il est interdit d'employer les membres de sa famille en qualité d'assistants parlementaires. Et oui, car l'affaire Fillon a défrayé la chronique. Rappelez-vous. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier, ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c'est-à-dire pour condamner. Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits et demandaient leur mise en examen pour avoir accès au dossier. Mais je ne reconnais pas les faits. Je n'ai pas détourné d'argent public. J'ai confié comme près d'un tiers des parlementaires des travaux à mes proches parce que je savais pouvoir compter sur leur confiance et sur leurs compétences. Ils m'ont effectivement assisté et je le démontrerai. Les députés également disposent d'un bureau personnel à disposition de chaque parlementaire en face de l'Assemblée nationale. Les billets de train sont gratuits en première classe, au sein de la RATP également en région parisienne. Lorsque vous êtes député pendant 5 ans, vous avez le droit à partir à la retraite à 62 ans et vous touchez 2700 € net par mois. Les députés avaient jusqu'en juillet 2018 à leur disposition une enveloppe parlementaire d'un montant de 130 000 € par an qu'ils devaient utiliser uniquement en cas de volonté de rénover des bâtiments publics, financer des associations, etc. On parlait de système qui avait pu être jugé comme clientéliste. Ce système a été supprimé. Ensuite, il y a l'immunité parlementaire. En France, l'immunité des parlementaires est une tradition qui remonte à la Révolution française, mais qui tire son origine d'une coutume née en Grande-Bretagne au XIVe siècle. Les révolutionnaires français érigèrent l'immunité parlementaire en principe républicain pour protéger le pouvoir législatif. Qu'est-ce que c'est l'immunité parlementaire? C'est la possibilité pour les parlementaires de dire je ne me rendrai pas à une convocation des juges, car j'ai une immunité parlementaire durant mon mandat. Mais il est également possible de lever cette immunité d'un député, d'un sénateur, etc. Cela concerne autant le Parlement français que le Parlement européen. Le Parlement européen il doit être saisi par les autorités françaises d'une demande de levée d'immunité. Dans l'actualité récente, il y a eu effectivement une levée d'immunité, c'est celle de Marine Le Pen, députée européenne, après la diffusion d'images violentes sur son compte Twitter, notamment des photos d'une exécution de Daesh. Le juge voulait convoquer Marine Le Pen, elle a fait valoir cette immunité parlementaire, mais elle a été levée par les députés du Parlement européen. C'était en 2017. Quelles sont maintenant les critiques que l'on peut formuler par rapport au Parlement, à son rôle, à ses acteurs, etc. Premier point, les enquêtes d'opinion montrent pour la quasi-totalité d'entre elles une crise de confiance des citoyens envers leurs élus. Nous parlons alors, pour être plus précis, de crise du régime représentatif. Dégoût du politique, rejet des dirigeants de la classe politique, peur de l'Europe, corruption, abstention, vote extrémiste. La démocratie représentative semble traverser une crise sérieuse. En France, comme dans la plupart des pays, la démocratie est essentiellement représentative, même si certains mécanismes de démocratie directe, comme le référendum, permettent de classer notre régime parmi les démocraties semi-directes. Les Français ne semblent plus se sentir véritablement représentés par les hommes politiques. Leur dédain semble si profond qu'ils ne font bien souvent même plus l'effort d'aller voter. L'abstention augmente considérablement ces dernières années. Débat possible, faut-il rendre obligatoire le vote? Oui, non, etc. À vous de vous faire votre propre idée.
Il y a également une crise de la loi qui traverse le Parlement. L'on critique souvent le trop grand nombre de lois, le manque de normativité des textes législatifs, ou encore le manque de clarté et d'intelligibilité des lois. Le fait que les normes législatives soient prises suite à un fait divers sans aucune réflexion menée en amont. Un grand juriste, feu le professeur Guy Carcassonne, disait en l'espèce « Tout sujet d'un 20h est virtuellement une loi. Un fait divers, une émotion quelconque, mais aussi un problème tangible provoque une démangeaison législative plus ou moins rapide. La loi est une réponse, à défaut d'être une solution. » Nous en avons donc terminé avec l'étude du Parlement français. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre les fonctions propres aux parlementaires. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous là, ouvrez-moi cette porte. Et oui, ça on le sait, monsieur Mélenchon. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une prochaine chronique. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition juridique.